Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons revenir sur le roman de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. Alors dans ce roman, la langue utilisée par l'auteur est une langue très particulière. C'est une langue avec laquelle, sans aucun doute, les lecteurs et lectrices, pour lesquels le français est la langue seconde, auront peut-être un petit peu de mal parce que ce roman, il est quand même d'une très grande richesse lexicale. Alors quant à la syntaxe, elle n'a vraiment rien de traditionnel. J'aurais presque envie de dire que si nous étions dans la peinture, nous serions dans le pointillisme avec des parataxes, des champs lexicaux très spéciaux, une flopée de termes techniques. Maëlys de Kerangal veut tout dire, tout cerner, tout faire passer. C'est une vague de mots et alors d'une précision à couper le souffle. Mais commençons plutôt par le commencement. Une des premières richesses de ce roman, c'est celle qui est liée au nom des personnages. Oui, mais cela, j'ai envie de dire, il faut le relier avec la question de la poésie. Rappelons ce qu'on a dit la dernière fois, nous sommes face à un roman qui aborde des questions graves, philosophiques, anthropologiques, comme est-ce que nous sommes notre corps ou est-ce que nous avons simplement un corps ? On peut même aller un peu plus loin. Ce corps qui est le nôtre, nous appartient-il vraiment ? Ou est-ce que dans une certaine mesure, nous le devons à la collectivité ? Donc, des questions qui sont assez graves. Oui, et puis il y a une question qui me semble très importante, c'est que pour nous, actuellement, la transplantation d'organes, c'est quelque chose de, de normal. C'est quelque chose, cela correspond à un progrès, une avancée de la science, mais elle se heurtait dans le passé à des croyances religieuses et à des rites funéraires qui s'y opposaient. Je pense ici, par exemple, au phénomène de métempsycose. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est la métempsycose. La métempsycose, c'est la croyance selon laquelle l'âme se réincarnerait après le décès de la personne dans un autre corps, mais évidemment à une condition, c'est que ce corps, l'intégrité de ce corps ait été maintenue. Alors le phénomène de métempsycose, il sera peut-être plus connu des auditeurs et auditrices si on leur donne quelques mots-clés comme par exemple Orlando, qui se réincarne en femme, où on a de nombreux exemples dans le cinéma, dans les genres de fantasy, la science-fiction. Ça, c'est un phénomène qui est connu des auditeurs, mais par le passé, évidemment, cette croyance religieuse, elle s'opposait absolument à ce que l'on prenne, que l'on dépossède un corps de ses organes. Oui, eh bien toutes ces questions lourdes de sens, eh bien elles sont ici sublimées et j'ai envie de dire mises sous tension par la poésie du roman qui commence avec les noms des personnages. On avait déjà parlé de Thomas Rémige avec ce nom Rémige qui évoque les ailes d'un oiseau, mais il y a plusieurs autres personnages dont les noms évoquent ce motif de l'oiseau. Il y a Cordelia Hall, O-W-L, qui renvoie au hibou en anglais, alors que Cordelia renvoie plutôt cors cordis, le cœur en latin. La dynastie des Harfang, qui renvoie là aussi à une espèce de chouette, une chouette des neiges, si je me souviens bien. Donc voilà déjà plusieurs oiseaux qui volent dans notre histoire. Nous avons également Pierre Révol, dont le nom Révol est un anagramme du verbe voler. Il y a ainsi une nuée, pourrait-on dire, d'oiseaux dans ce roman qui, poétiquement, entoure le corps de Simon. Et d'ailleurs,
ce n'est probablement pas un hasard si au moment où les parents vont accepter de donner les organes lors de leur entretien avec Thomas Rémige, eh bien, au moment où ça bascule, au moment où il passe du refus à l'acceptation, Thomas Rémige voit passer dans le ciel un passereau, qui est donc un oiseau, et évidemment, le nom de cet oiseau évoque le verbe passer, donc on est dans la passation, le passage, la transmission. Donc ces oiseaux sont une symbolique de migration, d'élévation. C'est la migration de ce cœur qui va aller dans un autre corps et qui représente la structure même du récit. On a également des noms qui vont évoquer cette fois peut-être plus la mort. Simon Limbre, eh bien Limbre, c'est évidemment un jeu de mots avec les limbes, qui sont une partie des enfers. C'est aussi, on entend le mot ombre dedans. Et évidemment, l'un des chirurgiens s'appelle Virgilio Brevi. Virgile, dans la Divine Comédie de Dante, c'est celui qui va guider le poète aux enfers. Donc on a toute cette isotopie de la mort qui est présente, et on a d'autres symboliques. En fait, j'ai envie de dire, tous les noms ont leurs petits symboles. Juliette, la petite amie de Simon, c'est évidemment la Juliette de son Roméo, donc une sorte d'amour fou d'adolescent. On a même celle qui s'occupe des dossiers cristal, Marthe Carrare. Dans Carrare, moi j'entends le marbre de Carrare. Donc on est un peu dans une sorte de jeu de mots avec cela, faisant des organes une matière précieuse comme le marbre, et cette matière dont on faisait des tombeaux dans l'Antiquité. Donc toute une poésie qui passe par les noms et qui déjà permet de sublimer cet événement tragique. Et cette langue utilisée par Mélisse de Kerangal, il faut vraiment reconnaître sa singularité. C'est un style qui est proche de l'oralité. Alors, l'oralité, on sait que c'est un grand thème dans la littérature française, à commencer par Rabelais. Mais bon, Rabelais, il y a bien sûr d'autres exemples d'auteurs qui seront plus connus de nos auditeurs et auditrices. Je pense à Céline avec les 3 points, Céline qui tentait, qui passait de longues heures à circuler dans le métro et qui tentait de reconstituer l'oralité de tout ce qu'il entendait, voyait, vivait. Et on sait que ces phrases, avec ces 3 points, elles étaient extrêmement travaillées. Je dirais de l'ordre de 8 pages pour avoir une page de manuscrit final. Alors dans le cas de Mélisse de Kerangal, c'est pas le même enjeu, mais on a une flopée de termes techniques. Alors tu as bien fait de le préciser la semaine dernière quand même, parce que le livre, il n'est absolument pas ennuyeux ou académique ou pesant, plombant. Il ne cherche pas à démontrer un savoir médical quelconque, mais elle essaie quand même de restituer de la façon la plus précise possible la situation. Elle nous montre tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe aussi dans toutes les têtes, et j'ai envie de dire dans tous les cœurs. Et je dirais que la précision de cette langue, c'est aussi, il faut le dire, l'expression d'un immense respect face à une situation et des êtres. C'est une situation absolument exceptionnelle. Et ce qui est très beau, c'est que ces termes techniques, elle les utilise pour fabriquer sa petite poésie personnelle. Bon, si on se rappelle de Rimbaud qui nous disait que la poésie, c'était inventer une langue dans la langue, eh bien c'est un peu l'impression que nous avons en lisant le roman. Elle utilise évidemment le français, mais elle prend tellement de liberté, il y a tellement d'audace dans sa syntaxe, qu'on a l'impression parfois d'être face à une nouvelle langue, pleine de, tu le disais, de parataxes, d'ellipses, d'anacolutes, et je pourrais énumérer toutes les figures stylistiques, mais bon, je préférerais prendre une image qui est tout simplement le début du roman. Le début du roman, c'est une séance de surf avec le cœur battant de Simon Limbre, qui n'est pas encore mort. Et j'ai envie de dire que cette image de la vague sur laquelle on surfe, c'est peut-être une bonne image. Tu le disais d'ailleurs au début de ce podcast, une vague de mots. Eh bien, je crois que c'est effectivement
cette vague que nous suivons tout au long du récit, une vague qui charrie des données techniques, mais aussi des émotions. J'ai envie de dire que les termes techniques, bon, oui, ils peuvent représenter une difficulté à la lecture, mais en fait, on s'en fiche un peu de ce qu'ils veulent dire. Ce qui compte, ce sont leurs sonorités, plus que leur sens, parce que ce que nous livre ici Maëlys de Kerangal, c'est un chant avec sa musique et son rythme, et c'est ça qui doit prédominer. Oui, oui, oui. Alors juste peut-être préciser pour les auditeurs et les auditrices que l'auteure elle-même n'est pas du tout de formation médicale et qu'elle n'a pas l'ambition de faire concurrence à la médecine, mais qu'elle s'est documentée à fond et dans une de ses nombreuses interviews, parce que le roman Réparer les vivants a eu un tel succès que, évidemment, ça a été une explosion dans sa carrière. Eh bien, dans une de ses nombreuses interviews, elle dit avoir assisté à une opération de transplantation cardiaque pour vraiment se rendre compte de cette réalité. Alors, on sait le souci de documentation qui caractérisait la littérature du XIXe siècle. Je pense ici, évidemment, à deux monuments de cette littérature du XIXe. Ce sont Balzac et Zola. Mais alors là, il y a vraiment un point commun, mais je pense que le rapprochement, il va s'arrêter là. Oui, il y a une part de documentation indéniable, preuve de son respect, comme tu disais, pour la jante médicale, pour ce type de tragédie. Mais ce qui est vraiment important, c'est la manière dont elle le transpose en œuvre artistique, hein, important à mes yeux, parce que, bon, par exemple, la question justement de la mort, mort cérébrale, mort par le cœur, eh bien, elle va nous en donner ici une image très forte par une référence au Dormeur du Val. Simon Limbre est donc en train de... Enfin, il est à l'hôpital, il est mort, mort cérébrale, c'est sûr, mais les machines continuent à faire fonctionner son corps. Et les parents vont auprès de leur fils et voient finalement que leur fils respire, que sa peau est encore chaude. Eh bien, comment croire qu'il est vraiment mort lorsque tout leur montre le contraire? C'est ici une situation absolument dramatique. Ah oui. Oui. Et c'est une situation dramatique moderne, parce que c'est la technologie actuelle qui permet ce genre de situation. Et ici, voilà, le passage par la référence poétique, eh bien, donne toute sa beauté à ce drame qui est en train de se jouer. Et en fait, ça va même encore plus loin, puisque la manière dont elle définit elle-même son roman, c'est en référence avec un genre ancien qu'on appelait la chanson de geste, c'est-à-dire une œuvre épique du Moyen-Âge, ces œuvres épiques que les jongleurs, les troubadours ou les trouvères colportaient d'une cour à l'autre pour chanter les exploits des chevaliers. Hein, un exemple célèbre, c'est la chanson de Roland, qui a combattu pour son seigneur Charlemagne très vaillamment, qui a sacrifié sa vie au nom de valeurs qui étaient celles de la chevalerie, la féodalité. Eh bien, c'était un petit peu visiblement son modèle, et on le retrouve effectivement dans le roman, puisque on peut dire que déjà le motif du chant est représenté avec Thomas Rémige qui aime chanter, s'adonne à cette activité. Et d'ailleurs, il y a de très jolies pages sur le rapport que l'on a à son propre corps quand on s'adonne à l'activité de chanter. Ça permet d'avoir une vision du corps un peu plus positive que simplement, évidemment, le corps de Simon Limbre qui est mort. Là, on a au contraire le corps vivant, celui avec lequel on entre en harmonie lorsque l'on s'exerce au chant. Et puis la chanson de geste, c'est d'une certaine façon rendre immortel celui dont on parle. C'est donc une activité de réparation. Ce n'est pas un hasard si Thomas Rémige se met à chanter au moment où il répare le corps pour le restaurer et le rendre à ses parents après les prélèvements des organes. C'est une façon aussi de le rendre héroïque, un héroïsme malgré lui, il ne l'a pas vraiment voulu, mais finalement ce don, on le voit bien, grandit. Simon Limbre en fait un personnage supérieur, l'élève, parce que cela permet aussi de rappeler une valeur qui est importante, et je rappelle, les chansons de geste, c'est une œuvre qui
commémore les valeurs d'une communauté. Et là, la valeur en question, c'est le collectif, le commun, le fait que mon corps, enfin mon cœur aussi, mais ne m'appartient pas exclusivement, qu'il peut servir à d'autres, qu'on peut le faire partager. Il y a également cette collectivité de héros qui vont s'enchaîner dans le roman. Ces héros, ce sont les médecins, qui forment à chacun à son niveau la geste médicale que Maëlys de Kerangal entend célébrer à travers ce roman. Oui, alors, ce roman, il est porté, comme je disais, par une langue qui est magnifique, qui est somptueuse, qui est complexe, qui est un souffle de vie qui fait éclater la syntaxe traditionnelle. Et on peut, à juste titre, se poser la question suivante: comment transposer un tel roman avec un sujet qui est absolument moderne, qui est une tragédie moderne, tragédie inversée, comme tu le disais? Comment transposer une telle œuvre au cinéma? Alors, le roman a été transposé par une jeune réalisatrice qui s'appelle Catel Kilevere. Alors, c'est un nom qui est d'origine bretonne, bien qu'elle soit née à Abidjan, mais c'est une Française née à Abidjan. Le film est une réussite à de nombreux égards. Alors, cette écriture de Maëlys de Kerangal, au départ, elle est déjà elle-même cinématographique parce qu'elle est d'une extrême précision, donc il y a toutes les indications qui sont déjà présentes pour qui veut respecter cette œuvre, sans pour autant disparaître derrière elle. Et il y a beaucoup, beaucoup de pistes. Mais il y a aussi alors quelques différences. Je dirais que ces différences sont infimes. Il y a des choix faits par la réalisatrice. D'abord, elle fait intervenir la receveuse beaucoup plus tôt. Et puis elle fait du personnage de Claire quelqu'un d'un peu différent, un peu plus capricieux. Bon, alors des détails, elle n'a pas 3 mais 2 fils. Elle a une amante qui est une artiste, qui est une pianiste. Elle est un peu capricieuse, hésitante. Mais dans l'ensemble, le regard cinématographique de Catel Kilevere enveloppe tous les personnages, je dirais, d'une grande bienveillance. Alors il y a de très belles images au début du film, et c'est peut-être là où on trouve les seuls effets. Ce ne sont pas des effets spéciaux, mais des effets cinématographiques. C'est des images au-dessus de l'eau ou sous l'eau, quand Simon est en train de faire du surf. Donc ça crée une tension et une attente chez le spectateur qui n'a pas lu le roman et qui se dit « Oh, il va se passer quelque chose ». Il y a comme un... Est-ce qu'un requin va arriver? Mais non, cette double perspective, elle nous signale qu'il va falloir approcher cette histoire de plusieurs façons, de plusieurs perspectives, et que selon la perspective que l'on adopte, eh bien, l'histoire, elle sera complètement différente. Alors, elle aurait pu faire des effets spéciaux, évidemment, avec une transplantation cardiaque, des gros plans, zoomer, elle aurait pu montrer les émotions sur les visages des personnes, mais dans ce sens, je dois dire que la réalisatrice reste d'une très belle sobriété. Et donc, là, elle respecte la linéarité de l'action. Alors, certains pourront être déçus, mais moi, je trouve que quand on a une œuvre de cette taille, de cette ampleur, eh bien, pour ma part, je trouve qu'elle a fait les bons choix. Oui, c'était une sacrée gageure. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous pourrions terminer cet épisode avec la chanson d'Alain Bashung, « Nous sommes immortels », mais nous n'en avons pas le droit, ni les droits. Alors, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.